Aujourd'hui, Massani, domestique de 65 ans, dont 30 au service de la famille Emlé, rentre au village pour finir ses jours. 30 ans de service et la voilà partie. Comme ça. Elle nous a très bien servi. Elle mérite d'aller se reposer maintenant. Avec quoi? Il n'a pas de revenus, il n'a pas de pension, il n'a rien. Une pension pour une bonne? Pas une bonne, papa. Une employée domestique. Et puis c'est tard. C'est peut-être tard pour elle, mais pas pour les autres. Il vous suffit juste d'aller à la CNPS, de déposer un dossier. Si vous ne voulez pas vous déplacer, vous entrez dans le site, vous tapez www.cnps.cm et vous l'enregistrez. S'il vous plaît, immatriculez vos personnels domestiques. CNPS, Vous ne serez jamais seul. bonjour. Elle est devenue en quelques années l'un des visages majeurs du militantisme anticolonial. À coup de publications au vitriol sur ces différentes plateformes digitales, celle qui tweet comme elle respire, distribue les bons points et surtout les mauvais à celles et ceux qu'elle considère comme des adversaires à l'autodétermination des Africains. Sa vie d'aujourd'hui, trépidante et sur le fil, tranche complètement avec la précédente, plutôt tranquille, sans histoire et très confortable, du fait des rémunérations à 7 chiffres, si ce n'est plus, dans des multinationales au Cameroun, au Nigeria et en Côte d'Ivoire, d'où elle a été expulsée en 2019. La place Saint-David à Douala est le lieu de rendez-vous choisi par celle qui prend du plaisir à se faire appeler la Dame de Sochi. Je vous amène en promenade avec Nathalie Yam. Et croyez-moi, vous allez aimer la télé. Vous êtes prêts? C'est par là. Après une interminable attente sur la scène musicale camerounaise, la plus gracieuse des sœurs Deka nous revient avec Challenge. Dans cette dernière sortie, Grace Deka nous donne du bon, du pur Makossa dans son expression la plus incroyable. Plus irrésistible et plus envoûtante que jamais, ça c'est Grace Deka, c'est sa dernière sortie. La place Saint-David est une salle de banquet située au cœur de Bonanjo, le quartier administratif de Douala. Elle jouxte l'état-major régional du ministère de la Défense et la maison du parti. Bonjour Nathalie Yam. Bonjour Joséphine. Comment allez-vous? Ça va très bien. C'est assez curieux qu'on me donne une place de fête comme lieu de rencontre pour commencer cette promenade. Il y a une symbolique derrière? Oui, il y a une symbolique. Vendredi, j'ai reçu un award ici à l'occasion des Pan African Awards. Et il y avait tous ceux pour qui et avec qui on se bat dans le combat dans lequel je suis engagée. Donc les gens qui sont les amoureux de l'Afrique. Et on a eu une semaine d'exposition, de conférences, de rencontres, d'échanges. Et le vendredi soir, beaucoup d'entre nous ont été récompensés, célébrés ici. Et donc j'ai voulu commencer par cela, puisque c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je suis venue au Cameroun à cette date et en ce lieu, à Douala. Donc si j'ai tout bien compris, cet award récompensait votre parcours militant. Mon parcours militant, mon engagement pour l'Afrique, mon engagement pour l'émancipation, la libération de l'Afrique et ma contribution à l'éveil des consciences. Vous en êtes fière, je l'ai dit, de cet award? J'en suis fière, j'en suis touchée en fait, parce que d'abord ça montre que le message circule. Ça flatte l'ego, mais
Est-ce que ça fait bouillir la marmite? Ça flatte pas nécessairement l'ego. Comme je l'ai dit, pour moi, ça me montre qu'il y a une interconnexion. Des gens sont venus d'Haïti, de Guyane, des États-Unis, des diasporas. Des gens sont venus du Tchad, des gens sont venus d'autres pays. Et s'ils se déplacent pour venir participer à ce genre d'événement, s'ils se déplacent pour venir contribuer à ce genre d'événement, ça veut dire qu'ils ont compris les enjeux. Donc, c'est pas réellement une question d'ego. D'ailleurs, je pense que l'ego est souvent un problème dans ce type de combat parce qu'on a besoin de réunir et si on essaye de trop monter... Donc ça ne fait pas bouillir la marmite? Non, enfin si, ça contribue. Vous vivez de quoi? Je vis de ce que j'ai gagné dans ma vie. J'ai eu une vie avant le militantisme. J'ai été un haut cadre dans des multinationales. J'ai gagné de l'argent, je continue de faire des consultances, j'ai créé un cabinet de consultants. Et puis je vis aussi des contributions que les gens font dans mes cagnottes parce qu'il s'agissait pour moi de faire comprendre aux gens que le travail que nous faisons, c'est un travail. C'est pas juste du jeu, c'est de la recherche, c'est du temps investi, c'est des risques pris. Et comme le narratif est toujours de dire que ce sont les autres qui nous financent, ce qui n'est pas exact, je voulais essayer d'apprendre à ceux qui s'impliquent dans ce combat qu'il faut financer le combat. Ne serait-ce que 5 francs, 10 francs, mais au moins tu sais que j'ai contribué au combat. J'ai reconnu que c'est quelque chose qui nécessite des moyens, de l'argent, des ressources. Donc voilà. Avant de continuer, José Vicky, je voudrais te faire écouter quelque chose. D'accord. Avant que le feu de la révolution n'embrase la plantation, nous venons avertir. Avant que le mal de l'esclavage essaye encore de commettre l'éternel génocide prévu pour nos vies, nous venons ici dire devant le peuple de... L'histoire est en marche, nul ne l'arrêtera. On n'en veut plus, on n'en peut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont plus des murmures, mais la clameur de l'air. Plus de blabla, on veut plus du franc CFA. L'histoire est en marche, nul ne l'arrêtera. On n'en veut plus, on n'en peut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont plus des murmures, mais la clameur de l'air. Imagine ce porte-monnaie dans la poche d'un autre, sois aussi là, sinon jamais tu ne reverras ton dû. Imagine qu'il n'y a que lui qui décide quand tu es en faute. Cette chanson résume à elle toute seule dans les grandes largeurs l'essence même de votre combat. Absolument. Elle le résume dans plusieurs dimensions. D'abord parce que c'est la thématique du franc CFA qui est vraiment au cœur du combat d'émancipation de l'Afrique dite francophone que je mène, mais aussi parce qu'elle a été conçue et interprétée par un collectif d'artistes venant de plein de pays d'Afrique. Togo, Bénin, Côte d'Ivoire, Haïti, Sénégal. Sénégal. Le son est bon, il faut le reconnaître. Donc. Ça montre que le combat est sorti de la sphère politique et des universités pour s'emparer de la rue. Dites-moi Nathalie, placer l'abandon du franc CFA comme préalable de votre combat, c'est pas mettre la charrue avant les bœufs. Je veux dire, dans l'optique de sortir complètement du joug colonial, est-ce qu'il n'y a pas de choses plus importantes dans l'immédiat? Il y a plein de combats qui se mènent. Il y a le combat même de l'éveil des consciences, parce qu'il faut d'abord que les gens prennent conscience, apprennent pourquoi la monnaie telle qu'elle est aujourd'hui, telle que nous l'utilisons aujourd'hui, ne permet pas une industrialisation de l'Afrique, ne permet pas une gestion autonome, souveraine de nos pays. Mais il y a plein de choses, il y a les programmes scolaires, il y a la politique, la diplomatie, la sécurité, il y a plein d'éléments qui sont dans ce combat. Le franc CFA est un élément essentiel, certes, parce que la monnaie est d'abord une institution de souveraineté, en théorie. Chez nous, elle ne l'est pas puisqu'elle est gérée par le Trésor public français. Donc elle acte du fait que nous soyons une colonie. Le franc CFA aussi est le descendant de la monnaie qui a été créée pour dédommager les esclavagistes du fait qu'on avait mis fin à l'esclavage. Donc on n'a pas dédommagé les victimes, mais on a dédommagé ceux qui ont perpétré l'esclavage. Et elle est la descendante de cette monnaie, c'est d'ailleurs sur le site de la BEAC et de la BCAO, c'est bien écrit. Et donc une monnaie qui est là pour continuer d'enrichir et de dédommager ceux qui ont dû renoncer à l'esclavage
non pas pour nous libérer, mais pour nous envoyer après dans la colonisation, ne peut pas attendre, ne peut pas souffrir d'attendre encore 20 ans avant d'être rejeté par nous. Le franc CFA, c'est comme si c'est un cancer. C'est comme si vous avez un cancer du sang. Vous devez changer le sang si vous voulez guérir du cancer. Le franc CFA, c'est le cancer du sang des économies de l'Afrique francophone qui l'utilisent. Beaucoup d'observateurs vous prêtent un certain rapprochement avec la Russie. D'ailleurs, ils disent que votre démarche a ceci d'incohérent qu'elle veut remplacer une hégémonie française par une hégémonie russe. Vous en dites quoi, vous? Baliverne. Je dis que c'est n'importe quoi. J'ai été en Russie, j'ai fait un discours en Russie. J'ai dit directement... C'est d'ailleurs pour ça que vous faites appeler la dame de Sochi? Je ne me fais pas appeler en fait, c'est très amusant. Quand je suis revenue de Sochi à l'aéroport, moi je n'avais pas vu, c'est 27 heures de vol, je n'étais pas connectée. Et quand je suis arrivée à l'aéroport d'Abidjan, les gens ont commencé à s'approcher de moi en me disant « Pardon madame, c'est vous la dame de Sochi ?» Ah d'accord. C'est pas du tout de moi, c'est vraiment les gens m'interpellaient dans la rue. C'est vous la dame qui a parlé à Sochi? Et c'est comme ça que c'est resté en fait, ça ne vient pas de moi. Mais à Sochi, donc dans mon discours, je l'ai dit très clairement, on ne vient pas ici pour remplacer un propriétaire de l'Afrique par un autre. Les seuls propriétaires de l'Afrique sont les Africains. Ce que l'on cherche, c'est des partenariats et des partenariats gagnant-gagnant. Et pour moi, d'ailleurs, le partenariat gagnant-gagnant n'est pas 50-50. Hein. Ça doit être 80% pour les Africains et 20% pour les autres. Et donc, vous n'avez pas applaudi quand la Russie a envoyé Wagner au Mali et en Centrafrique? Applaudi, non. Je n'applaudis pas ce que la Russie fait. J'applaudis les décisions de l'État pour défendre ses populations et son territoire. Les plus grands vendeurs d'armes de la planète, la France, les États-Unis, tout ça là, sont ceux qui sont assis au Conseil de sécurité de l'ONU et qui mettent des embargos sur l'État centrafricain. Donc l'État centrafricain est interdit d'acquérir les équipements qui vont lui permettre de combattre les rebelles, les terroristes, les djihadistes et tout, qui les attaquent. Un État ne peut pas laisser ses populations se faire tuer comme des lapins, il est obligé. Il a donc recours à des solutions paramilitaires, qu'il les ait pris en Russie, qu'ils les prennent en Chine, au Vietnam ou sur Mars, peu importe. Si les gens qui sont contractés viennent aider à restaurer l'intégrité territoriale et assurer la sécurité des populations centrafricaines, ça je l'applaudis. Par ailleurs, ceux qui se plaignent et qui pleurnichent par rapport à Wagner, je veux d'abord dire que moi, le seul Wagner que je connaisse, il s'appelle Richard et il fait de la musique classique. Et puis, eux-mêmes sont des États qui sont réputés pour fournir des mercenaires et des organisations paramilitaires. Un universitaire dakarois, Mohamedou Adiba, qualifie des personnes comme vous et Kémy Séba d'afro-clan. Vous avez le beau rôle de vivre ailleurs, d'avoir des nationalités étrangères et de donner des leçons à tout le monde, quitte à prendre à partie ceux qui ne pensent pas comme vous. Mais Emmanuel Macron qui prend les décisions pour l'Afrique a une nationalité africaine et vit en Afrique. Qui est le clown? Ceux qui gèrent le franc CFA, là, ils ont la nationalité africaine, ils vivent en Afrique, ils sont assis au trésor public français. Et puis me dire à moi que je vis à l'étranger alors qu'on est venu m'arracher à mon continent pour m'expulser de mon continent, comme on est venu arracher les esclaves à l'époque. On est venu les chercher pour les mettre dans les cales de bateaux et les envoyer. J'ai la nationalité non pas parce que je suis allée l'acheter ou la demander, mais parce que je suis née d'un parent suisse en Suisse. Les gens qui se sont battus contre l'esclavage, il y en a qui avaient la peau blanche, d'autres qui avaient la peau noire, il y en a qui vivaient sur le continent, d'autres qui vivaient ailleurs. Ah, on s'y fait doucement. Quelle est la prochaine destination de cette promenade? J'aimerais bien vous emmener à la zone portuaire, si vous êtes d'accord. Bien sûr que je suis d'accord, je vous suis. On y va. On y va.
La place portuaire est en contrebas du défunt hôtel Le Méridien. C'est le QG des incontournables des différents métiers du secteur maritime. C'est ici que Nathalie Yamb a commencé son ascension professionnelle. Pourquoi avoir tenu Nathalie Yamb à nous amener ici? Parce que la zone portuaire, ça représente une époque de ma vie professionnelle assez importante. J'ai travaillé dans cette zone ici. Et c'est là d'ailleurs que j'entame ma carrière de directrice des ressources humaines. Justement, comment on fait pour être bombardée directrice des ressources humaines dans une grosse multinationale avec pour bagage des études en communication en sciences politiques? Comment ça s'est passé? C'est les impromptus de la ville. Moi-même, j'étais très étonnée. Racontez-nous, on a le temps. Voilà, alors je travaillais au port, je travaillais dans la com, dans la communication et j'envisageais créer une société qui allait gérer les expatriés qui arrivent en Côte d'Ivoire. Tous les services liés à la mobilité des expatriés. Et avant de me lancer, j'ai décidé de faire une étude de faisabilité. Et donc, comme je savais qu'au port, il y avait pas mal d'entreprises qui emploient des expatriés, j'ai pris des rendez-vous comme ça et j'ai pris un rendez-vous chez Maersk. J'ai rencontré le directeur, il m'a parlé du nombre d'expatriés, comment ils gèrent et tout ça. Et à la fin de l'entretien, il m'a demandé « Est-ce que vous avez 12 minutes à me consacrer ?» C'est lui qui vous demande ça? Oui, 12. et j'ai 12. Pourquoi 12? Justement, j'étais intriguée. J'ai dit oui, bon, je ne suis pas à 12 minutes près, mais quand on fait des entretiens d'embauche, on fait passer des tests psychométriques. Et donc, on a des tests de 12 minutes, 50 questions. Et puis, à partir d'un certain résultat, vous devenez intéressant ou pas. Et puis après, il y a des tests psychologiques. J'ai fait le test, je me suis levée, je suis partie. Quelques jours après, ils ont commencé à m'appeler. Et il est venu à ma rencontre un jour et il m'a dit « Je veux vous embaucher comme DRH ». J'ai dit « Mais moi, je suis tout sauf DRH. Je suis la personne qui fait les palabres au DRH. Moi, je suis syndicaliste dans l'âme. » Il me dit « Non. » D'abord, bon, j'ai compris plus tard, hein, les résultats du test étaient très bons, le profil psychologique, psychométrique était parfait pour ce que Maersk cherchait. Il m'a dit, vous savez, nous allons investir sur vous. La direction des ressources humaines, c'est 80% de bon sens et 20% de technicité. Le bon sens, vous l'avez, la technicité, on s'en charge. D'accord. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit, c'était tous ceux qui me connaissaient à l'époque, quand je leur ai dit, je commence à travailler comme DRH chez Maersk, mais tout le monde est parti d'un grand éclat de rire. Et pourtant, j'ai fait une carrière internationale dans les ressources humaines. C'est la découverte d'une vocation. Ça me rappelle de belles choses parce que j'ai vraiment adoré ma carrière en ressources humaines qui m'a permis d'être plus proche des gens et de pouvoir influer sur leur façon de se comporter, sur leur façon d'appréhender les rapports de force. J'ai été une DRH pas très classique, je dirais. Après Maersk, vous allez à APMT au Nigeria? Tout à fait. APMT faisant aussi partie du groupe Maersk, mais c'est la filiale, la branche qui gère les terminaux à conteneurs. Et donc, on m'a proposé une expatriation au Nigeria, puisque Maersk venait d'acquérir le port d'Apapa. Et il y avait une fusion à faire, une fusion-acquisition, et j'avais fait mes preuves ici dans ce domaine. Donc, on m'a proposé ça. Je me suis dit, seule au Nigeria, on a souvent des appréhensions pour la sécurité. Mais en même temps, j'ai toujours aimé le risque. Et j'y suis allée. J'y suis fait 1 an chez Maersk, chez APMT au Nigeria. Ensuite, vous débarquez en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Je suis débauchée par MTN, contactée par MTN, qui cherche un DRH pour son opération de Côte d'Ivoire, qui venait aussi de racheter Télécel. Donc là aussi, une intégration à faire, une fusion-acquisition, une intégration des ressources humaines à faire. Et je me dis, vas-y, c'est exactement ce que je cherche. Qu'est-ce que vous a apporté la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire m'amène 2 choses principalement. D'abord, le fait d'intégrer une multinationale africaine à succès.
ce qui était à l'époque quelque chose que j'avais envie de faire, de quitter les multinationales occidentales pour pouvoir travailler au sein d'une société africaine. Et puis la Côte d'Ivoire m'offre la connexion avec le terrain pour mon militantisme politique. Parce que nous sommes en 2007, quand j'arrive en Côte d'Ivoire, début 2007, et que 3 ans avant, il y a eu novembre 2004, qui m'a profondément révoltée, les images de l'aviation, de l'armée française qui tire sur les populations ivoiriennes, sur l'hôtel Ivoire, sur les ponts de Gaulle en 2004, comme ça, là, ça m'a profondément révoltée. Et donc je me dis, voilà mon entrée sur le terrain. Ça vous a pris du temps pour tomber amoureuse de ce pays ou c'était un coup de foudre? Oh, je suis amoureuse de l'Afrique en général, mais j'ai beaucoup aimé la Côte d'Ivoire, ça a été quasi immédiat. Vous avez connu des coups de foudre? Pas à répétition, mais oui, des coups de foudre amoureux, des coups de foudre amicaux aussi. Je parlais plutôt des coups de foudre amoureux. Oui, j'en ai connu. Le papa de Malik Stéphane, par exemple, c'était un coup de foudre? Ce n'était pas un coup de foudre amoureux, c'était plutôt une amitié qui a évolué. D'accord. Justement, en parlant de Malik Stéphane, votre fils, vous êtes en Allemagne à l'époque et vous choisissez de venir lui donner la vie au Cameroun. Pourquoi? En général, les gens font ça dans le sens contraire. Absolument. Oui, parce que je voulais qu'il y ait cette connexion avec le continent. Je voulais que mon placenta qu'il a porté soit enterré sur la terre de mon père. Que mon fils puisse dire qu'il est né sur le continent. Moi, je me bats pour le continent, mais je n'y suis pas née. Et il y a certaines personnes qui me le reprochent. D'ailleurs, moi, toi, tu es né en Suisse, tu es né à l'étranger. Mais ce n'est pas ça qui fait la connexion. Mais je voulais, moi, puisque j'avais le choix de décider où je donnais la vie, j'ai décidé que ce serait en Afrique. Quels sont vos rapports avec Malik Stéphane? Ah, des rapports, en ce moment d'ailleurs, très extraordinaires, mais des rapports qui comptent énormément pour moi. J'ai privilégié, lorsque j'ai mis au monde mon fils, de lui donner une stabilité que je n'avais pas professionnellement. J'ai été expatriée, on a dit, j'ai été au Nigeria, j'étais à Douala, j'étais au Nigeria, je suis allée en Côte d'Ivoire. Quand j'ai été basée en Côte d'Ivoire, je faisais quasiment tous les mois des voyages sur l'Afrique du Sud. Après, j'ai été basée au Ghana, donc j'ai beaucoup bougé. Et je me disais que ce n'était pas la meilleure chose pour un enfant d'avoir à changer tous les ans, tous les 2 ans d'environnement. Donc j'ai fait le sacrifice, on va dire, de le confier à mes parents et de le voir pendant les vacances, de revenir le voir chaque fois qu'on avait un peu de temps. Et donc j'ai raté une partie de son enfance. Je parlais tous les jours au téléphone, hein, mais raté dans le sens d'assister, de vivre, d'observer. Et depuis quelques années, c'est d'ailleurs le côté positif, on va dire, de mon expulsion de Côte d'Ivoire, le fait de se retrouver dans un espace géographique qui n'est plus aussi éloigné l'un de l'autre, nous a permis de nous voir beaucoup plus souvent. Et je découvre et je tombe amoureuse de mon fils. Plus le temps passe, plus je le découvre, plus je suis épatée par sa maturité, je suis épatée par ses projets, par sa façon d'être décomplexée et par sa façon d'être à mes côtés, d'être mon roc. C'est vrai que quand on le voit physiquement, bon, j'ai accouché d'un... Vous avez presque les larmes aux yeux quand vous parlez de lui. Ouais, c'est mon gars. Vous voulez écouter ce qu'il a dit? Ouais, je suis un peu anxieuse, mais... On regarde ça? On regarde ça, oui. Well, my mother's journey has been very unique, to say the least. I truly respect her and respect the fight that she's fighting, as I understand that this is bigger than all of us. My mother is a very cool mother. She's very understanding of everything. She understands me, accepts me for who I am. She's not only a mother, she can also be a friend. I feel that I can confide in her regardless of the topic, regardless of the matter, and it's something truly important for me. I would like you to know how much of an inspiration you've been for me all throughout my life. I'm truly thankful and honored to have you as a mother, and I want you to know that as you've always been there for me, I will be there for you, no matter what. I love you. I love you, baby. Oh.
J'ai toujours eu mauvaise conscience d'avoir laissé mon fils à côté de mon combat. Et ça, c'est le plus beau cadeau que j'aurais pu souhaiter. L'entendre dire de façon aussi mature qu'il a compris le sens des sacrifices que j'ai faits et que je lui ai aussi imposés. Ça me booste, ça me touche, je suis désolée. Ça me touche, mais ça me booste. Vous serez quel genre de belle-mère quand viendra le moment pour lui de convoler justement? Je serai une... Bon, je dirais pas que je ne suis pas possessive. C'est mon enfant. Mais j'accepte... je pense que ça dépendra de la personnalité de la personne en question. Je crois que je suis une mère et une belle-mère assez agréable. Il a dit, je crois là, que j'étais cool. Bon, je serai une belle-mère cool. Si je peux me permettre, Nathalie Yam, il vient d'où le papa de Malik? Je pose la question parce que vous l'avez prénommé Malik Stéphane, c'est assez inhabituel. Oui, l'origine du père de Malik n'a pas influé sur le choix du prénom. Malik, ça vient de Malcolm X. C'est le prénom que Malcolm X a choisi quand il a fait son pèlerinage à la Mecque. Il s'est ensuite dénommé Malik al-Shabazz. Et je suis une inconditionnelle de Malcolm X. Malik, ça veut aussi dire le sultan, le roi en arabe. Et je savais que j'allais mettre au monde le roi de mon cœur. Stéphane, parce que Stephen Bantu Biko, Black Consciousness, Afrique du Sud. Et parce que aussi, en français, Stéphane égale Étienne. Les Stéphanois, les habitants de Saint-Étienne s'appellent les Stéphanois et mon père s'appelle Étienne. Donc j'ai deux raisons à chaque fois pour chacun des prénoms que j'ai donnés à mon fils. J'ai envie de savoir si une vie amoureuse est compatible avec le combat. Ça dépend des personnalités, ça dépend du type de combat, ça dépend de tant de choses que c'est difficile de donner une réponse générale pour tout le monde. Dans mon cas précisément, non. Donc vous n'avez personne dans votre vie? Je n'ai personne que je souhaite mettre en public. D'accord. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à cette personne qui est dans votre vie mais que vous n'avez pas envie d'amener dans l'espace public? Yako. Je m'attendais à tout ça par celle-là. Qu'est-ce que vous nous proposez d'écouter comme chanson, Nathalie? Vous allez être surpris. Ah oui? Ouais. Ok. Songs of freedom, 'cause all I ever had, redemption song, Lord, C'est une reprise de Redemption Songs de Bob Marley par Richard Bona. Absolument. Dites-nous. Bob Marley. Celui-ci particulièrement, Emancipate Yourself for Mental Slavery. Personne d'autre que nous-mêmes ne va faire le combat. Bob Marley, le texte, et puis l'interprétation de Richard Bona qui ajoute la touche de l'Afrique. Ouais. Sur ça, c'est une interprétation qui, j'ai la chair de poule, qui me touche à chaque fois. Dans quelle direction se poursuit cette promenade avec vous, Nathalie Yam? Aujourd'hui, Massani, domestique de 65 ans, dont 30 au service de la famille Emlé, rentre au village pour finir ses jours. 30 ans de service et la voilà partie. Comme ça. Elle nous a très bien servi. Elle mérite d'aller se reposer maintenant. Avec quoi? Il n'a pas de revenus, il n'a pas de pension, il n'a rien. Une pension pour une bonne? Pas une bonne, papa. Une employée domestique. Et puis c'est tard. C'est peut-être tard pour elle, mais pas pour les autres.
Il vous suffit juste d'aller à la CNPS, de déposer un dossier. Si vous ne voulez pas vous déplacer, vous entrez dans le site, vous tapez www.cnps.cm et vous l'enregistrez. S'il vous plaît, immatriculez vos personnels domestiques. CNPS, Vous ne serez jamais seul. Dans quelle direction se poursuit cette promenade avec vous, Nathalie Yam? On va à Yaoundé. Yaoundé, la capitale. Alors, La promenade avec Nathalie Yam se poursuit à Yaoundé, au lycée Général Leclerc, dans lequel elle a fait ses classes. Ça, c'est génial. Ça, c'était mon thème du baccalauréat à l'oral. Je rêve. Ah, il n'y a pas de hasard dans la vie. bonjour Nathalie Yam. Bonjour, Comment allez-vous? ça va très bien. Comment est-ce que votre passage au lycée Général Leclerc vous a structuré? Le lycée Leclerc structure ma pensée politique. Ah oui? C'est ici que ça commence et il n'y a jamais de hasard dans la vie. Je reviens pour la première fois depuis 1987. C'est ma première fois de revenir au lycée Leclerc, absolument. J'entre au hasard dans cette salle de classe et je trouve mon sujet du bac écrit au tableau. Non. Si. Et je trouve aussi un deuxième sujet où c'est liberté ou libération. Et c'est l'essence même de mon combat. Non, vous voyez? Non, c'est ici que ça commence en fait. Voilà, c'est les premières interrogations viennent ici. Quand j'étudie les livres, je lisais beaucoup, je m'intéressais beaucoup à l'histoire. Et je me rends compte qu'entre les choses que mon père me raconte à la maison et les choses que je lis dans les livres, il y a un disconnect. Il y a des choses qui manquent, qui ne sont pas là. Donc ça éveille ma curiosité. Vous voulez nous montrer autre chose ici? Oui, j'ai fait la seconde, je l'ai fait ici dans cette salle de classe, là, dans ce bâtiment, qui ne sont peut-être plus des salles de classe parce que tout change. Quelles étaient vos matières favorites? Histoire, géo, philosophie, littérature, dictée, orthographe, enfin, tout ce qui était avec les mots et les langues. J'étais très très nulle en maths, enfin, j'étais pas bonne, franchement j'étais pas bonne, mais je me souviens de ce bâtiment parce que quand j'étais ici en seconde, c'est la seule année où j'ai eu des notes assez passables en maths. Okay. Le temps de l'éveil de la conscience politique, si je peux dire ça comme ça. Oui. Aussi le temps des premiers regards vers les garçons. Oui, c'est ici, effectivement. C'est ici que j'ai mon premier amour. Je suis tombée amoureuse d'un camarade de classe qui malheureusement est décédé il y a 1 an et demi maintenant. Il s'appelait Stéphane. Et on était tous dans un même groupe d'amis, etc. Et puis je crois d'ailleurs que je me le disputais avec une autre fille, si je me souviens bien. Mais je ne me souviens plus des détails. J'ai retrouvé l'un des hommes de votre vie. Oh! Oui. Alors, vous voulez entendre ce qu'il dit de vous? Oui, je voudrais d'abord savoir qui c'est, mais après je suis curieuse d'entendre. Je ne vous dis pas, vous allez juste découvrir en regardant. D'accord. Nathalie, c'est une des femmes de ma vie. Nous nous sommes connus, ça fait 38 ans. Nous étions à l'époque au lycée. Nous nous sommes liés d'une amitié très solide, très tôt. Nathalie brille par sa générosité. C'est quelqu'un qui ouvre son cœur à tout le monde. C'est quelqu'un de brillant, de quelqu'un de très intelligent. C'est quelqu'un d'altruiste, quelqu'un d'hyper généreux, très sensible aux injustices. Donc je pense que c'est le point de départ de tout ce qu'on peut voir apparaître en public. Réaction? Ah, je suis... D'abord, vous savez, dans la vie, il y a la famille que vous recevez à la naissance, que vous chérissez, et puis il y a la famille que vous choisissez. Et Jean Rostand, c'est à côté de mon frère, même père, même mère, c'est mon frère d'un autre père et d'une autre mère. Et ça me touche beaucoup parce qu'il est certainement une des personnes qui me connaît le mieux sur cette terre.
C'est un impondérable dans ma vie. C'est pendant cette période au lycée Leclerc que j'ai découvert que vous aviez honte de votre papa quand il venait vous chercher dans son bleu de travail, couvert de sciure, dans sa toute petite voiture. C'est ça. Quand nous sommes arrivés ici, au Cameroun, j'avais 8 ans. Mon père travaillait dans un centre de menuiserie à Nkolbison. Nous habitions de l'autre côté de la ville, à Eligedjoa. Et mon père gagnait à l'époque 44 000 francs. Ma mère cousait des robes pour 1500 francs. Donc il y a forcément des choses qu'on n'avait pas. On n'avait pas la viande tous les jours, on n'avait pas de beurre, enfin une vie modeste. Et c'est vrai que le lycée m'a mis en contact avec des gens c'est les chauffeurs qui venaient les chercher dans les grosses voitures. Et moi, mon père se débrouillait pour quitter son travail. Il était totalement rempli de sciure, il venait nous chercher. Et à un moment donné, à une époque où j'étais encore assez stupide, je dois l'avouer, j'avais honte de ça. Et je disais même, je préfère prendre le taxi plutôt qu'il ne vienne nous chercher. Et puis, au bout d'un moment, j'ai compris qu'en fait, j'avais de la chance. Parce que mon père, contrairement aux parents des autres, prenait le temps lui-même de venir chercher ses enfants au lycée pour les ramener à la maison. Certains de mes camarades avaient des modes de vie beaucoup plus aisés, mais ne voyaient pas leurs parents. Moi, j'ai eu la chance vraiment de pouvoir profiter de mes parents, profiter de leur sagesse, de leur esprit de combat, de leur résilience. Et dès lors que mes yeux se sont ouverts, je suis devenue extrêmement fière de mes parents. Et justement, pour revenir à votre papa, oui. Vous dites que les valeurs qu'il vous a inculquées sont la colonne vertébrale de la femme que vous êtes devenue. Tout à fait. Voir mon père, voir ce qu'il m'a appris, m'a permis de respecter tout le monde. De ne pas considérer qu'il y a des grands et des petits, des grands à qui on doit obséquiosité, obéissance, respect, et des petits sur qui l'on peut marcher. Oui. Mon père m'a appris à aimer les gens pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils paraissent être. Mon père m'a appris le courage, la résilience. Il est allé en Suisse en 1962 pour faire son apprentissage. Il a été confronté au racisme à l'époque. Alors si aujourd'hui les gens sont racistes, vous imaginez bien qu'en Suisse, en 1962, voir des Noirs, c'était pas très courant. Et il a surmonté tout ça. Et il a toujours dit à ma mère, qu'il l'a rencontrée quand elle était jeune, elle avait 16 ans quand ils se sont rencontrés, il lui a dit, si on se met ensemble, il faut que tu saches que moi je vais rentrer chez moi un jour. Donc il a toujours eu envie de revenir et de construire sa vie ici. Si, il m'a beaucoup forgé. Lui et ma mère d'ailleurs, mes deux parents, avec des tempéraments différents, mais vraiment une façon d'appréhender la vie, de traiter les gens, d'affronter les difficultés qui est commune. Dans les valeurs inculquées par votre papa, il y a l'intégrité. Oui. Mais je n'arrive pas à comprendre comment vous avez pu soutenir l'initiative Bieb Limal. Ce qui dans mon dialecte signifie la pauvreté doit finir. Pourquoi vous avez soutenu cette initiative qui, je le rappelle, est complètement hors la loi, en tout cas au Cameroun et dans plusieurs pays d'Afrique? Alors deux choses. D'abord, premièrement, je ne l'ai pas soutenue. Je dirais plutôt que j'en ai été victime. J'ai quand même une assez grosse rancune envers l'État camerounais par rapport à ce monsieur. Je n'ai pas ouï dire que l'État camerounais ait engagé une procédure contre ce monsieur. Ah oui, c'est vrai en plus, c'est plutôt les souscripteurs qui ont engagé des procédures. Souscripteurs, certains des souscripteurs qui se battent, oui. Mais l'État ne fait rien. Donc, quitte à comparer les choses, vous avez dit tout à l'heure que l'État camerounais le cherchait. Moi, je ne suis pas sûre que l'État le cherche. Je sais que des gens qui ont investi le cherchent, ceux qui ont les moyens, ceux qui ont... parce que bon, faut prendre des avocats, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Et puis, vous savez, les Africains, souvent, on dit, bon, c'est Dieu qui a voulu. Et puis, les Camerounais se débrouillent beaucoup. Donc, après une période difficile, ils se réajustent. Mais je trouve très dommage aussi ce qu'il a fait parce que ça jette une ombre sur quelque chose qui, pour moi, est une des solutions pour échapper au franc CFA, la crypto-monnaie. Ceci dit, vous savez, au début, quand vous vous lancez dans la crypto, vous pensez « Ah, moi, je vais découvrir une monnaie qui va
qui va faire de moi un milliardaire en 2 jours. Je suis revenue aux fondamentaux. Moi, personnellement, je n'investis que dans le Bitcoin et rien d'autre. C'est la seule monnaie que je respecte dans la crypto-monnaie. Prochaine escale de cette promenade, Nathalie? Eh ben, allons à Itoudi. Au palais présidentiel? Ah, pourquoi pas? Peut-être que j'y serai assise un jour, qui sait? Allons-y. En parlant de palais présidentiel, vous avez régulièrement taillé des costards à Alassane Ouattara, mais jamais vous ne l'avez fait pour Paul Biya. Il n'y avait pas assez de tissu, il n'y a plus assez de tissu au marché pour lui. Dans le combat dans lequel je suis, je me concentre sur les personnes qui sont en front line chez l'adversaire. Il y a 2 raisons d'ailleurs. La première, c'est que Alassane Ouattara, tout comme aujourd'hui Mohamed Bazoum ou Macky Sall, sont vraiment des gens qui sont des gouverneurs, des laquais dans toute leur laideur. Je ne peux pas dire que M. Biya se précipite tous les jours à des sommets. C'est vrai qu'il était à un sommet là récemment, mais c'est très rarement que nous on le voit se déplacer pour aller nous faire honte à l'extérieur. Et par ailleurs, si on regarde bien les paramètres économiques de la France et du Cameroun, la part de la France dans le secteur économique s'est réduite de façon... Comme peau de chagrin. Voilà, constante. Donc, et puis deuxièmement, la raison pour laquelle je ne parle pas autant de lui que je parle peut-être d'autres personnes, c'est parce que je déteste qu'on veuille, d'une part, me réduire à un pays qui n'est né que dans l'imagination de gens à Berlin en 1884. Je me considère comme africaine. Donc quand je parle de certains problèmes, je parle des problèmes de l'Afrique. Et deuxièmement, c'est pour énerver ceux que ça énerve que je ne parle pas. J'aime bien ça. Alors on est garé par là? Garé? Oui. Je vous suggère qu'on prenne un taxi. Allons-y. Allons prendre un taxi. Et tout dit. Bonjour. Et moi, ça me rappelle les défilés du 20 mai où on devait venir s'entraîner. On en profitait pour fraya, comme disent les Ivoiriens. Chauffeur, il n'y a pas de musique ici pour mettre l'ambiance dans la voiture? Il y en a, madame. Ah bon? Il faut lancer un peu. On dirait qu'on est en train d'aller à un deuil. Tu as bon goût, hein, chauffeur? Non, c'est très bien. Tu as très bon goût. J'aime beaucoup la musique, l'afro-pop nigérienne, l'afrobeat nigérienne, j'aime beaucoup. Et ça me ravit de voir que des artistes africains réussissent à faire un carton partout dans le monde. Vous êtes une bonne danseuse? Je suis une très bonne danseuse assise. Assise? Oui, tout à fait. À mi-chemin entre complexe hôtelier et sportif, le village Noa est situé à Itoudi, à vol d'oiseau du palais présidentiel du Cameroun. J'ai une petite surprise pour vous. Je vais l'apprécier. Oui, en tout cas, je peux vous dire, je ne vous nomme pas ministre. Quels sont vos rapports avec cet endroit? Alors ça, c'est ma jeunesse.
Malgré les conditions un peu difficiles dans lesquelles on était à l'époque, mes parents se sont battus pour que mon frère et moi puissions apprendre à jouer au tennis et à venir ici, avoir un peu de temps en temps des éléments de joie. Et donc, quand on était plus jeunes, c'est au club Noah, chez tonton Zach, qu'on venait pour taper dans la balle, nager, s'amuser. J'ai beaucoup de bons souvenirs. Mon premier argent de poche, je le gagne ici parce que Zachary Noah décide que c'est moi qui vais devenir maître nageur. Ah oui? J'ai beaucoup de très bons souvenirs ici, même avec Zach, qui était quelqu'un de très 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 agréable et avec qui j'ai gardé contact jusqu'à ce qu'il décède. Chaque fois que je venais au Cameroun, quand on se voyait quelque part, c'était comme si on s'était pas lâché de vue depuis la veille, quoi. Parce que ça fait quand même un bail. Je ne suis pas revenue ici. Ouais. Mais je suis contente d'y revenir aujourd'hui parce que la dernière fois que j'ai vu le club Noah dans l'actualité, il hébergeait une rencontre d'Emmanuel Macron avec la communauté française. Ok. C'est peut-être une bonne occasion de laver des vibes négatives. Voilà ma surprise. Ah. C'est ma mère. Bonjour. Wie geht's? Ganz gut, danke. Sprechen Sie Französisch? Ja, sicher. Voilà, c'est ma mère. Bonjour maman. Voilà. Comment elle était, Nathalie, petite? Terrible. Ah oui? Ou enfant terrible. Racontez-nous ça. C'est gâté. Déjà 6 mois, donc bon. Je vais vous raconter comment elle était debout à 6 mois dans le berceau. Et comme elle n'arrivait pas à sortir, elle s'est pris les jambes dans le filet du berceau à hurler. Mais bon, elle était toujours terrible. Hein? Oui, oh, yeah. Mais pas longtemps. Ah. Parce que le papa a fait une punition. Je crois que jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas oublié. Ils se bagarrent entre les deux. Le papa dit, bon, vous aimez trop la guerre? D'accord. Tu te mets là, tu te mets là. Chacun donne 10 gifles à l'autre. Bon, comme mon fils Jean-Marc était beaucoup plus réservé, son aîné d'1 an, il a hésité. Mais quand il a dit commencer, boum! C'est elle qui a donné la première gifle. Comment? Lui, il s'est dit, bon, si c'est comme ça, moi aussi, je veux. Bon, ils ont fait quelques gifles. Mon mari a dit, bon, écoutez, arrêtez, si vous aimez la guerre, maintenant, ça sera ça. Mais ils n'ont plus jamais bagarré. Vous dites régulièrement, Nathalie Yam, que votre maman, Edith Yam, est votre héroïne. Oui. Expliquez-nous ça. Ah, c'est une personne battante. C'est une personne que j'admire beaucoup, qui a perdu sa maman très tôt, qui était l'aînée d'une fratrie de 4 sœurs d'ailleurs. Je ne sais pas comment on dit fratrie pour les sœurs, mais bon, bref. Qui a dû se battre très tôt, qui a rencontré mon père quand elle était très jeune, je crois que c'était à l'âge de 16 ans. 17 ans, détournement des mineurs. Qui a été rejetée pour ça par sa grand-mère, qui assurait l'éducation après le décès de sa maman, qui est restée à côté de mon père. En allemand, on dit Durchstieg und dünn, une grande battante. Je crois qu'elle arrêtera de se battre le jour où elle ne respirera plus, et je ne suis même pas sûre qu'elle ne va pas fatiguer les gens de l'autre côté. Quel regard portez-vous, Edith Yam, sur le parcours de votre fille? En fait, mes enfants ont été formidables, surtout elle. Elle s'est battue aussi, toute seule, quand elle est partie étudier. C'est vrai qu'ils sont partis avec les bourses, les deux, et la bourse s'est arrêtée brusquement. Donc elle s'est débrouillée en faisant des traductions, des salons, des trucs. Vraiment battante aussi. Je suis lionne, j'ai mis au monde une lionne, elle se bat aussi, jusqu'à maintenant. Ma mère me soutient dans mon combat. Ah oui. Ce n'était pas facile parce qu'il y a eu dans la famille beaucoup d'appréhension. Mon père, par exemple, avait beaucoup d'appréhension. Même quand je revenais après mes études et après avoir passé 13 années en Allemagne. Il a demandé de lui promettre que vous ne ferez pas du journalisme au Cameroun. Tout à fait. Il vous arrive d'avoir peur pour sa vie? Non? Non.
Je ne peux pas l'interdire. Parce qu'elle elle a la bouche. Hein. Donc elle fera toujours ce qu'elle veut faire. Elle a toujours fait. Quel vœu formulez-vous pour elle? Pour Nathalie, oui. Que ça aille le plus loin, qu'elle aille le plus loin possible. Et puis qu'on l'écoute. Et que ça puisse servir à quelque chose. Mon coach. Merci maman. Merci d'être là. Je dois vous amener en destination secrète. Vous nous accompagnez, Edith Yam? Maintenant là? Oui, maintenant, tout de suite. D'accord. Tu dis qu'on va jeter à l'eau? Non, on ne va pas me jeter à l'eau. J'ai une dernière chose, Nathalie Yam, à vous montrer. Nathalie a toujours été la fierté de ses parents et de ses amis, qu'elle entoure d'ailleurs de son affection inconditionnelle. C'est d'ailleurs le même attachement qu'elle a pour le continent africain. Intelligente et énergique, Nathalie s'est engagée pour le combat de voir une Afrique belle, libre et fière de son histoire. À l'un de ses supérieurs hiérarchiques de l'époque, elle avait répondu à son manque d'intérêt et d'encadrement vis-à-vis de ses collaborateurs. Je cite, « Ne vous trompez pas sur la couleur de ma peau. Je suis une Bassa d'Union Ekele et je ne tolère pas ce que vous faites à mes frères noirs. » Mireille, c'est ma sœur, hein, donc elle connaît, c'est ma voisine au quartier aussi. Donc ça fait longtemps que c'est ce combat contre l'injustice, contre la discrimination dont nous sommes l'objet en tant qu'Africains m'anime. Et le bout sera mon dernier souffle ici. Et puis peut-être que je continuerai de l'autre côté. Elle parlait de l'Afrique justement. Il y a un diplomate français en poste à Niamey, Sylvain Ité. Qu'est-ce qu'il vous reproche? Il me reproche d'être africaine, d'être noire et de parler, d'émettre mon opinion. Je vous pose la question parce qu'il vous traite de tous les noms d'oiseaux. Oui, bon, moi je l'appelle souvent médiocrité. Parce que, vous savez, la diplomatie, normalement, c'est quelque chose qui a de la grandeur. Et on se rend compte aujourd'hui que la France est tellement désarçonnée par les coups que nous portons qu'ils en viennent à avoir vraiment des méthodes de petits voyous, des ambassadeurs qui n'ont aucune culture, qui n'ont aucun respect, qui sont allés trouver je ne sais pas dans quelle poubelle et qui se permettent de venir insulter ceux qui se battent pour la liberté d'un continent. Et il y a des gens en France qui disent la même chose que nous disons, qui sont dans leur assemblée nationale là-bas. Mais ils ne les insultent pas. Mais nous, la chose qui nous différencie, c'est que nous sommes des Noirs, nous sommes des Africains, et que dans leur imaginaire, dans leur ADN, il est gravé que nous sommes leur chose. Et je me bats contre ça, et je me bats aussi contre ces gouvernements qui acceptent de recevoir des lettres de créance de ce type de racailles. Vous savez, moi, j'ai pas de problème à ce qu'on discute sur les arguments. Quand je prends la parole, j'énonce des faits, je cite des sources, je pose des arguments et je suis ouverte à tous les débats. Mais je me rends compte que depuis Emmanuel Macron jusqu'à ses ambassadeurs sur le continent, jusqu'aux journalistes qui travaillent pour eux dans leurs organes d'État, c'est toujours des attaques ad hominem, c'est toujours des attaques sur la personne. Jamais on ne me contredit sur le fond. Je trouve que c'est dommage pour eux parce que ça participe au rejet de plus en plus massif que les populations africaines ont à l'endroit de la politique française en Afrique. Parce que quand vous voyez des gens qui s'expriment comme ça, qui se comportent comme ça, bon, comment vous voulez ne pas les vouloir loin de chez vous? C'est eux-mêmes qui sont les meilleurs artisans du sentiment qu'ils disent anti-français, mais qui, en réalité, ne retranscrit que le rejet de leurs sentiments anti-africains. On est bientôt vers la destination secrète et je dois vous bander les yeux.
D'accord, ben allons-y. Vous faites confiance, Nathalie? En tout cas, je vous fais confiance et je préfère ne même pas voir ce qui se passe autour parce que les gens conduisent pas très bien. Donc ça va m'arranger. D'accord. Vous êtes transporté quand vous écoutez cette chanson de Youssou Mansekela? Tout à fait. À son époque, déjà, il avait reconnu une problématique à laquelle nous sommes confrontés en Afrique, c'est-à-dire le fait que quand les gens arrivent au pouvoir, ils ne veulent jamais en partir rapidement. Et il chantait à propos de personnes dont la plupart est décédée aujourd'hui, mais la problématique n'a pas changé. Quelqu'un qui améliore la vie de ses concitoyens peut rester jusqu'à sa mort, ça ne nous dérangera pas. Arrête-moi. C'est à Eligedzoa, au quartier du 1er arrondissement de Yaoundé, que se trouve la destination secrète vers laquelle José Vicky de Nguyen-Sona conduit Nathalie Yam. Vous avez une petite idée de là où je vous emmène? Vous êtes complètement perdu, désorienté? Je suis un peu désorientée. Enfin, je sais que c'est un endroit caillouteux, pas très facile d'accès. D'accord. Je vous enlève le bandeau. Et oh Seigneur, c'est là. Quand on arrive de Suisse, c'est ici qu'on habite. Il y avait un petit portail en bois. Ici, quand il pleuvait, l'eau montait. Et donc, tous nos voisins qui sont un peu légèrement plus bas devaient mettre leurs trucs sur la table, essayer de soulever les meubles. Et ceux qui ne réussissaient pas, les jours suivants, mettaient leurs choses à sécher au soleil. Ah, c'est quelque chose, hein? Quand on a emménagé ici, mon frère, qui a 1 an de plus que moi et qui est très taquin, avait, la première fois que je voyais les petits lézards qui mangent les moustiques, mais lui, il avait l'habitude de me dire que les lézards, là, quand tu vas dormir, s'ils font pipi sur ta tête, tu n'auras plus de cheveux. Donc je passais mon temps à guetter les lézards au lieu de dormir. J'avais une peur bleue des souris à l'époque, donc je terrorisais tout le monde. S'il y a une souris qui est passée, tout le monde doit la chercher avant, j'ai les mains, je me monte sur la table. C'est ici que je fais ma première fugue. Fugue? Fugue. À quel âge? 9 ans, 8 ans et demi, 9 ans. Pourquoi? Ma mère m'avait chicoté. Je n'ai pas aimé. J'ai protesté. J'ai pris un sac et je suis allée... Pour retourner en Suisse? Non, je suis allée chez un de mes tontons. D'accord. Je ne savais même pas où il habitait. Bref, j'étais déjà différente à l'époque. On a eu de beaux souvenirs. On a eu de très beaux souvenirs. Même si l'environnement... Malgré l'âpreté de la vie? Malgré l'âpreté, c'est être en famille, c'est être ensemble. Oui. Moi, j'ai beaucoup... Souvent, on me demande, mais pourquoi tu te sens plus africaine que suisse? Je dis, c'est peut-être parce que les années dont je me souviens et la qualité des souvenirs que j'ai de ces années-là, c'est passé au Cameroun. Alors ici, c'est pas un endroit très luxurieux, c'est le moins de le dire. Mais on était ensemble, on s'amusait, on passait du temps ensemble. Les souvenirs liés aux amis qu'on avait à l'école, à l'enseignement. Moi, j'ai adoré aller à l'école ici, en Suisse. Les classes sont très petites. Il y a 15 personnes, 20 personnes. Ici, là, on se retrouvait des classes de 40, 50. Bon, désordonnées comme j'étais, je ne pouvais que m'enjailler dans ce type d'environnement. C'est la première fois que vous remettez les pieds ici? La toute première fois. Je ne suis pas sûre que j'aurais retrouvé l'endroit, d'ailleurs. Je sais où est le quartier, mais je vois là un immeuble dont je n'ai pas souvenance à l'époque. Donc, je ne suis même pas sûre que j'aurais retrouvé le coin. Mais dès que j'ai vu la maison, on lavait le linge comme ça dehors. Pas de machine à laver. Vous
Nous sommes arrivés au thème de cette promenade, Nathalie. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Mais j'ai un petit présent pour vous. D'accord. Dans cette nouvelle production littéraire, parue aux éditions Éclosion en août 2022, Dominique Ntimba aborde des problématiques diverses et variées avec l'objectif assumé et revendiqué de faire comprendre aux uns et aux autres que la libération, le développement, la sécurité et la souveraineté de l'Afrique passent par la restauration des acquis de son histoire politique et sociale millénaire. Mbodbo Kimbon signifie parler et agir. Il va arriver par là. Dominique Ntimba. C'est son tout dernier ouvrage. Il aborde les thématiques qui vous tiennent à cœur. Je sais, oui. Il m'avait envoyé l'annonce. Je n'avais pas encore eu l'occasion de commander le livre. Et puis il vous a fait une dédicace. Merci Mbobo. Je suis une mordue de livres et de lecture. Je pense que, d'ailleurs, quand j'étais petite, je lisais beaucoup, même la nuit. Et certaines fois, ça énervait beaucoup. Ma mère dit en cachette, voilà. Ça énervait beaucoup mon papa. Et certaines fois, il avait pris des livres, il déchirait ça. Il dit, ça suffit. Comme j'ai reçu un cadeau, je voudrais... Vous allez m'en faire un ? Voilà, je vais vous faire écouter une dernière chanson. C'est Nina Simone. La grande, l'unique. Cette chanson était l'hymne national de revendication des droits sociaux aux États-Unis dans les années 60. Absolument. Toujours. Libération du peuple noir, où qu'il soit. Où qu'il soit. Parce qu'on parle de l'Afrique, mais nous sommes sur tous les continents. Nous sommes en Amérique du Nord, nous sommes en Amérique du Sud, nous sommes en Asie, nous sommes en Europe, nous sommes partout, nous sommes en Océanie. Et partout, nous avons toujours cette problématique de devoir se battre pour nous libérer, pour nous émanciper et pour être considérés comme humains, tout simplement. Et non pas des hommes et des femmes de second niveau, parfois même des animaux. Elle dit, Nina Simone, dans cette chanson, qu'elle aurait aimé ressentir ce que ça fait d'être libre. Tout à fait, et c'est ce que je ressens. Nous sommes à Eligedjoa, en Afrique, au Cameroun, et on ne sait pas encore vraiment ce que ça signifie d'être libre. Nous avons des chaînes monétaires, nous avons des chaînes culturelles, nous avons des chaînes politiques, des chaînes économiques qui nous maintiennent attachés. Mais nous y arriverons, step by step. Merci, Nathalie. Merci beaucoup. C'est moi. À bientôt. À bientôt. Prenez soin de vous. J'essaye, je fais de mon mieux. Merci, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous le mois prochain sur la même chaîne, à la même heure, pour une nouvelle promenade qui va vous faire aimer la télé. Mais n'oubliez pas, n'oubliez surtout pas les amis, le plus important, ce n'est pas la promenade en soi, mais ce sont les petits pas qui y mènent. Salut! Vous pouvez dès à présent revoir cette promenade et toutes les précédentes sur nos différentes plateformes digitales. Aujourd'hui, Massani, domestique de 65 ans, dont 30 au service de la famille Emlé, rentre au village pour finir ses jours. 30 ans de service et la voilà partie. Comme ça. Elle nous a très bien servi. Elle mérite d'aller se reposer maintenant.
Avec quoi? Il n'a pas de revenus, il n'a pas de pension, il n'a rien. Une pension pour une bonne? Pas une bonne, papa. Une employée domestique. Et puis c'est tard. C'est peut-être tard pour elle, mais pas pour les autres. Il vous suffit juste d'aller à la CNPS, de déposer un dossier. Si vous ne voulez pas vous déplacer, vous entrez dans le site, vous tapez www.cnps.cm et vous l'enregistrez. S'il vous plaît, immatriculez vos personnels domestiques. CNPS, vous ne serez jamais seul. C'est fini. Oh, l'émission est finie, ouais.